Buonasera a tutti. Bonsoir à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au Palais Farnèse pour cette deuxième conférence du cycle de rencontres Intelligence qui aura lieu depuis septembre à A Palazzo Farnese. septembre 2024. Nous sommes ici auprès du réseau à Milan, à Naples, Florence, Palerme, en coopération avec des partenaires importants tels les universités de Bologne, de Turin, de Rome, la Sapienza, ainsi que le Festival des sciences de Gênes. Nous venons d'ouvrir ce cycle il y a une semaine par une table ronde qui nous a permis de mieux comprendre de quoi on parle quand on évoque l'intelligence artificielle, à quoi celle-ci peut servir et quels en pourraient être les développements dans un proche avenir. Par cette deuxième rencontre organisée avec notre ambassade près le Saint-Siège, et je saisis l'occasion pour remercier Madame l'ambassadrice, nous allons approfondir la question concernant les risques liés à cette technologie et l'éthique nécessaire qui devrait sous-tendre son développement. Le potentiel de l'intelligence artificielle se manifeste dans de multiples secteurs, que ce soit l'économie, la santé, en passant par l'éducation et l'environnement. Cependant, face à ces opportunités, nous ne saurons ignorer les aspects éthiques ainsi que les risques qui sont intrinsèquement liés à cette technologie qui ne cesse d'évoluer. Dans ce scénario, l'Union européenne a accompli une démarche fondamentale par l'introduction de l'IA Act. Il s'agit là d'un règlement qui représente la pierre angulaire pour la gestion du risque et de la responsabilité dans l'utilisation de l'IA. Par ce IA Act, l'Europe se met à l'avant-garde de la définition de standards globaux pour une utilisation sûre et responsable de l'intelligence artificielle. Cette ambition réglementaire européenne est accompagnée d'efforts internationaux, notamment des discussions qui ont eu lieu dans le cadre du G7 sous la présidence italienne. Pendant ces rencontres, les leaders mondiaux ont reconnu l'exigence d'une approche partagée à l'IA, une approche qui devrait concilier innovation et sauvegarde des droits de l'homme. Un point central des discussions a été l'adoption de standards éthiques et techniques communs, susceptibles de veiller, d'assurer que l'IA demeure un instrument au service de l'humanité, et ce, sans porter atteinte aux valeurs démocratiques ou la vie privée des citoyens. Un autre aspect fondamental concerne les différentes approches éthiques en matière d'intelligence artificielle dans les différents pays du monde. Comme nous le savons, il y a des approches différentes, des visions différentes entre la priorité accordée au respect des droits fondamentaux en Europe et une autre vision qui est mise sur l'innovation et le profit aux États-Unis, et l'IA utilisée comme un outil stratégique pour le contrôle social et le développement économique en Chine. Alors, vous voyez, il existe toutes ces différences de vision éthique et elles suscitent d'importantes questions sur l'IA. Comment pouvons-nous créer des normes internationales partagées
sachant que les principes de base varient grandement d'une région à l'autre de notre planète. Il s'agit là d'une question difficile s'il en est. La réflexion sur la réglementation et l'éthique de l'IA nous amène à discuter des risques. Le premier et peut-être le plus immédiat concerne la transparence et la fiabilité des algorithmes. Les dites black box de l'intelligence artificielle risquent de créer des décisions opaques, difficiles à expliquer et à contester. Elles peuvent avoir également des conséquences potentiellement graves du point de vue de l'équité et de la justice sociale. Deuxièmement, et la question se pose de la bias algorithmique. L'IA, comme nous le savons, reflète les données par lesquelles elle est entraînée. Si ces données contiennent des préjugés, eh bien, les algorithmes vont les reproduire et vont les amplifier en exacerbant les inégalités qui existent déjà. Il y a un autre risque dans le panorama actuel. Celui-ci est lié au pouvoir immense qui est concentré dans les mains de quelques entreprises technologiques, les dites Big Tech. Celles-ci contrôlent l'essentiel des plateformes et des technologies de l'IA qui sont utilisées au niveau mondial. Ce déséquilibre de pouvoir n'est pas qu'un déséquilibre économique, mais également géopolitique. Il a des implications pour la souveraineté numérique et la stabilité de nos démocraties. Lorsque des plateformes privées ont accès à d'immenses quantités de données et influencent directement l'opinion publique grâce ou moyennant des algorithmes opaques, là, un terrain fertile se crée pour la manipulation, la désinformation et la polarisation sociale. Dans ce cadre complexe, la coopération entre les pays est essentielle. L'Italie et la France, ensemble, avec l'Europe, doivent être en première ligne pour promouvoir une vision de l'IA qui soit au service du bien commun. Nous avons pour tâche de veiller à ce que l'IA demeure un outil qui renforce nos capacités sans pour autant les réduire, qui protège nos valeurs démocratiques sans pour autant les menacer. Comme vous le savez, la France va organiser un sommet pour l'action sur l'IA les 10 et 11 février 2025. Après les sommets de Bletchley Park en novembre 2023 et Séoul en mai 2024, ce sommet offrira l'opportunité de se pencher sur un agenda très vaste et équilibré en vue d'identifier de nouvelles solutions dans de nombreux domaines, la santé, l'environnement, le travail, et ce, grâce à l'IA. Le sommet va traiter 5 thèmes principaux: l'intérêt public, l'avenir du travail, l'innovation, la culture, l'IA fiable et la gouvernance globale de l'IA. Mais avant cela, le 15 novembre, à Marseille, un forum aura lieu sur l'IA en Méditerranée, en vue de préparer le sommet de février. Des chercheurs, des entrepreneurs italiens ont été invités à ce sommet. L'Italie est déjà fortement engagée dans la préparation du sommet de février, qui aura une forte dimension européenne. Nous avons aujourd'hui avec nous un panel d'experts éminents en la matière qui pourront nous aider à comprendre quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés. Asma
Amala, politologue, essayiste, chercheuse, qui vient de publier un essai ayant pour titre Technopolitique, qui sera bientôt traduit en italien. Paolo Benanti, professeur à l'Université pontificale grégorienne de Rome, président de la Commission sur l'IA pour l'information. Jean-Gabriel Ganacha, professeur à la Sorbonne, informaticien, philosophe, spécialiste d'intelligence artificielle et d'éthique des technologies. Lorenzo Mottura, Executive Vice President de la division Strategy, Corporate Development and Innovation d'Edison. Je voudrais conclure avec un remerciement à nos partenaires qui ont rendu possible ce cycle de rencontres. Edison, Sopra Steria et Translated. Je remercie également notre modérateur, M. Fabio Filocamo, entrepreneur, éditorialiste du Corriere della Sera, auteur de l'essai 2081 Technologie Homme Futur. Il s'agit d'une analyse sur les impacts des nouvelles technologies sur la société et l'économie contemporaine. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie beaucoup. Et adesso do la parola. Je vais maintenant donner la parole à Madame l'ambassadrice près le Saint-Siège. Monsieur l'ambassadeur, cher Martin Briance, mesdames et messieurs, chers amis, je suis honorée et très heureuse de participer à cette rencontre ce soir à la présence de personnalités de renommée internationale. La participation de l'ambassade de France près le Saint-Siège à cette rencontre témoigne de notre engagement de longue haleine avec les universités pontificales et les dicastères du Saint-Siège. Dès l'année dernière, au mois d'avril, nous avions lancé une semaine de réflexion sur la compréhension de l'IA, suivie de la présentation d'Éternel Notre-Dame en réalité virtuelle. Ensuite, nous avons organisé toute une série de rencontres sur des questions anthropologiques, philosophiques et scientifiques soulevées par l'IA. En nous rattachant à la réflexion du pape François pour une éthique de l'IA en 2021. Son message pour la paix du 1er janvier 2024 et son intervention récente au sommet du G7 qui s'est tenu dans la région des Pouilles. La table ronde de ce soir s'inscrit dans notre programme annuel sur les défis éthiques et humains de l'IA. Au début du mois d'octobre, il y a eu la participation à une rencontre internationale réalisée par des universités catholiques à Rome sur l'humanisme à l'époque de l'IA et des neurosciences. La semaine dernière, une table ronde s'est tenue de très haut niveau sur la réglementation européenne de l'IA dont M. Briance vient de parler. En collaboration avec l'ambassade allemande et la délégation de l'Union européenne près le Saint-Siège, le dicastère de la culture et de l'éducation et l'Académie pontificale des sciences. Nous venons de lancer un observatoire sur l'éthique et l'IA auprès du Saint-Siège en coopération avec la Fondation Human Technology Foundation qui s'inscrit dans cette dynamique. Et dans le cadre de l'observatoire, nous allons organiser au mois de décembre un séminaire
avec des acteurs du monde du travail pour réfléchir ensemble sur l'avenir du travail et contribuer ainsi, dans la mesure du possible et de manière opérationnelle, au sommet international sur l'IA qui se tiendra à Paris au mois de février. Et pendant le jubilé de l'année prochaine, le jubilé des travailleurs et du monde de l'entreprise, nous avons l'intention de contribuer sur le thème du travail. Beaucoup de rendez-vous nous attendent et ces rendez-vous sont ouverts à vous tous. Nous vous attendons nombreux. Je vous souhaite à mon tour une très belle soirée, riche en découvertes et en échanges. Merci. Buonasera a tutti. Bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord remercier l'ambassade de France en Italie près le Saint-Siège, en la personne de l'ambassadeur Martin Briance et Madame Mangin pour cette opportunité, cette très belle opportunité, pour ces rencontres qui ont été organisées. Ce soir est une soirée spéciale. Les deux ambassadeurs et pour nous tous, pour les deux ambassadeurs et pour nous tous, c'est un voyage qui nous permettra de découvrir des mondes que nous ne connaissons pas tous. Le panel, les membres du panel ont été déjà présentés. Ce sont des personnalités de très haut niveau. Nous avons avec nous des personnalités qui ont étudié des matières différentes, telles le professeur Jean-Gabriel Ganassia, philosophe, informaticien. Il est professeur à la faculté de sciences de l'université La Sorbonne à Paris. Il pourra donc nous parler et nous faire comprendre sous différents angles ce dont il est question aujourd'hui. Parce que, comme M. Briance vient de le dire, il est beaucoup question d'intelligence artificielle, mais en fait, il s'agit là d'un terme, d'un mot sac qui contient bien des choses, avec sans doute des points en commun avec des technologies différentes. Et les panélistes pourront expliquer cela mieux que moi. J'invite donc le professeur Ganassia à prendre la parole. Et vu que nous avons un panel si important, je vous prie, Monsieur Ganassia, de nous aider à, si vous pouvez nous fournir une définition de l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle générative, qui est la nouvelle frontière de l'IA et qui l'a rendue très populaire. Le professeur a écrit un livre, L'intelligence artificielle expliquée aux humains, et donc il pourra nous dire de quoi il s'agit, où nous allons, et si nous sommes conscients des effets de transformation que tout cela aura et a sur les sociétés et les individus. Vous m'entendez? Oui. Tout d'abord, désolé de ne pas parler italien et de ne pas comprendre l'italien. Alors vous m'avez donné un rôle qui n'est pas facile. En même temps, je l'accepte. Donc, comme on vous l'a dit, j'ai une double formation. D'abord d'ingénieur, parce que mon père voulait que je fasse des choses sérieuses dans la vie. Et puis, la passion, c'était la philosophie que j'ai faite en cachette. Alors après de nombreuses années, j'ai fait de l'intelligence artificielle, j'ai eu 2 thèses, je suis professeur, mais je peux maintenant me livrer, ayant des cheveux blancs, à ma passion qui est la philosophie. Et ça m'a conduit à aborder les questions d'éthique des sciences en général et de l'intelligence artificielle en particulier. Alors j'ai écrit ce livre, vous voyez, l'IA expliquée aux humains, c'est pour essayer de traduire en tant qu'ingénieur. Est-ce que c'est un humain, l'ingénieur d'ailleurs? C'est une bonne question. Mais en tout cas, passer de la langue du technicien à la langue commune. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans ce livre. Et je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu ce qu'est l'intelligence artificielle en quelques mots. Mais pour cela, il faut peut-être d'abord se demander qu'est-ce que l'intelligence? Le terme est connu de tout le monde et en même temps, il est un tout petit peu problématique car il est polysémique. Il recouvre différentes choses. Le premier sens, c'est l'esprit.
Et ici, en Italie, vous aviez un grand philosophe, Gian Battista Vico, qui parlait d'intelligence, justement, au sens de l'esprit. Et puis, il y a un deuxième sens qu'on utilise beaucoup dans l'éducation, c'est l'astuce, l'ingéniosité. Quand on dit d'un élève qu'il est intelligent, ça veut dire qu'il est plus astucieux que les autres. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il a un esprit, parce qu'on ne dénie pas à ceux qui ne sont pas intelligents, enfin on n'ose pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, mais qu'on ne qualifie pas d'intelligent, l'esprit. Donc vous voyez que ce sont deux sens. Il y a un troisième sens, alors je le cite car il fait l'objet de pas mal de mésententes, parce que beaucoup de demi-savants nous disent « Ah, mais c'est une mauvaise traduction de l'anglais, parce que là, il y a la CIA, Central Intelligence Agency, ou en anglais Intelligence Service ». Mais en fait, ce sens existe, au moins en français, peut-être en italien. Par exemple, il y a une expression crime d'intelligence avec l'ennemi. Ça veut dire qu'on fait fuiter des données, ou être en bonne intelligence. Donc ça, c'est un troisième sens. Mais le quatrième sens a été introduit à la fin du XIXe siècle par des philosophes positivistes qui ont voulu aborder les problématiques philosophiques classiques, et en particulier l'esprit, avec les méthodes des sciences physiques. Ils voulaient faire des expériences. Et donc, ils ont essayé de décomposer l'esprit en facultés mentales et de les étudier chacune avec des expérimentations. Et en France, nous avons un philosophe, alors vous devez le connaître parce qu'il a écrit un très beau livre sur les voyages en Italie, c'est Hippolyte Taine. Et il a écrit aussi un très gros traité en 2 tomes de l'intelligence, où justement il énumère toutes les facultés cognitives. Et c'est ce sens-là qui a été repris au milieu du XXe siècle par des jeunes mathématiciens qui venaient de découvrir ces machines extraordinaires qu'étaient les ordinateurs. C'est que le premier ordinateur a été fabriqué en 1946, et moins de 10 ans plus tard, en 1955, ces jeunes gens se sont dit on va essayer d'étudier les facultés mentales avec des ordinateurs, en les simulant sur des ordinateurs. Et ça donne une discipline scientifique qu'on a appelée l'intelligence artificielle. L'idée, c'est que toutes les facultés mentales, alors qu'est-ce que c'est ? C'est le raisonnement, la mémoire, la perception, la communication, et tout ça, on peut essayer de simuler ces différentes facultés sur un ordinateur. Depuis donc 70 ans que ça existe, enfin, presque 70 ans, ça a fait des progrès considérables. Alors au début, on a simulé, on a fait de la démonstration de théorèmes, on a essayé de simuler les capacités d'apprentissage, puis ça a progressé avec le temps, avec des déconvenus aussi. Je ne les passe pas tout en détail, c'est une histoire passionnante et qui reprend une histoire beaucoup plus ancienne. Les philosophes ont essayé de faire des machines à raisonner depuis au moins le XVIIe siècle, avec, entre autres, Leibniz, et puis on ne va pas énumérer tout ça, mais vous voyez, c'est un vieux projet humain que de reproduire le raisonnement sur les machines. Et à partir de 1943, avant l'intelligence artificielle, on avait essayé de simuler ce qu'on connaissait du cerveau. C'est ce qu'on a appelé les réseaux de neurones formels. Ça a été fait par 2 mathématiciens, enfin plus exactement, un jeune mathématicien qui s'appelait Walter Pitts, qui était très jeune, il avait 20 ans à l'époque, et un neurophysiologique, Warren McCulloch, et ils ont essayé de modéliser ce qu'on connaissait à l'époque du cerveau, c'est-à-dire des cellules, les neurones qui sont connectés à d'autres cellules. Et puis, ces modèles n'ont pas très bien marché. Alors, je ne raconte pas toutes les déconvenues de ces modèles, mais on les a abandonnés, puis on les a repris, puis on les a réabandonnés, puis on les a repris, etc. C'est un cycle. Ce qui est passionnant, c'est de montrer que cette histoire des sciences et des techniques, ce n'est pas une histoire linéaire. C'est une histoire chaotique. C'est une histoire faite de tentatives, d'échecs, de retours. Mais, bien sûr, dernièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris d'immenses réseaux de neurones formels avec, écoutez-moi bien, des milliers de milliards de connexions, et on les a entraînés sur des immenses quantités de textes, à peu près l'équivalent de centaines de milliers de livres. J'ai entendu ici qu'un peu plus haut, à l'École française de Rome, il y a une bibliothèque avec 200 000 ouvrages. C'est à peu près ça qui a servi à entraîner ces gros modèles de langage. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces gros modèles de langage ? On fait quelque chose qui est étonnant. On essaye d'extraire l'esprit de la langue. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit de la langue ? Les linguistes nous disent qu'un locuteur, un enfant de 8 ans, qui n'a pas appris les règles de grammaire, il sait pourtant qu'il y a des choses qui sont correctes et des choses qui sont incorrectes. C'est ce qu'on a essayé de modéliser avec ces systèmes, et ça marche merveilleusement bien parce que on est capable de faire du résumé de texte, de faire ce qu'on appelle des systèmes de questions-réponses, poser des questions, et puis surtout, ce qui fascine tout le monde, des outils qui génèrent des textes, qui parlent,
qui enchaînent les mots les uns à la suite des autres, en sorte que la structure syntaxique est à peu près correcte. Alors bien sûr, le sens peut être un peu absurde de temps en temps. En tout cas, ils peuvent dire des choses fausses. Alors, bien sûr, ça a beaucoup fait parler, parce que c'est étonnant. Alors, comme ça dit des choses fausses, on a introduit un terme qui est étonnant. On a dit que ce sont des hallucinations. Alors, je voudrais quand même revenir là-dessus. Moi, je suis d'une génération où certaines personnes que je connaissais prenaient des psychotropes. Une hallucination, on savait ce que c'était. Une hallucination, c'est une perception qui est différente de la réalité. Par exemple, voir des éléphants roses, c'est une hallucination. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ces machines n'ont pas d'hallucination en ce sens-là. Elles ne perçoivent absolument rien. Ce ne sont pas des consciences. Mais, bien sûr, elles peuvent vous raconter des choses fausses. Alors, je vais vous raconter comme ça une petite anecdote. Mais vous allez me dire que je prends trop de temps. Non, ça va, je peux. C'est... À propos de choses fausses, un de mes lecteurs, parce que j'ai une petite chronique dans différents journaux, m'a dit, regardez ça. Alors, il a donné un vers de Dubélé à la machine, à ChatGPT, il lui a demandé dans quel sonnet et quel auteur a écrit ce vers. Et la machine lui a dit, c'est Lamartine dans Le Lac. Alors, c'est drôle parce que Lamartine n'a jamais écrit de sonnet. Alors, Le Lac, en plus, c'est vraiment pas un sonnet. Alors, il donne le lac, et là, le début du lac, c'est tout à fait le lac, sauf que la machine a rajouté 2 strophes pour rajouter les vers. Alors, ensuite, il va voir Gemini, et il lui pose la même question. Alors, Gemini lui dit, il n'y a pas de problème, c'est dans l'olive. Il lui dit, mais tu peux me donner le texte? Alors, il lui dit, ah ben non, d'abord, j'ai pas le droit, il n'y a pas le droit. C'est drôle, les droits d'auteur, normalement, au bout de 70 ans, mais en plus de ça, il lui dit, c'est trop long. Alors, c'est drôle, parce qu'un sonnet, c'est quand même tout court. Et après, l'auteur, la personne donc, que j'ai rencontrée dit, mais est-ce que vous pourriez m'expliquer, parce que votre collègue ChatGPT m'a dit que c'était Lamartine. Alors, Gemini dit, vous savez, ça arrive très souvent, il se peut que Dubélé ait copié ou ait été influencé par Lamartine. Alors, cette personne lui dit, mais vous savez que quand même Lamartine est née bien après Dubélé. Elle dit, vous avez tout à fait raison. Lamartine est un auteur du 19e. Oui, ce sont tous ces malentendus, bien sûr, qu'il peut y avoir avec ces outils. Mais indépendamment de ça, bien sûr, alors c'est drôle, je crois qu'il faut en rire, mais bien sûr, ça peut poser un certain nombre de questions. On a évoqué les questions éthiques, parce que la société tout entière est transformée par l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on parle énormément de l'intelligence artificielle générative, mais peut-être le savez-vous, le web, vous utilisez tous le web, je pense. Le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunications qui ne sont pas à proprement parler de l'intelligence artificielle, mais de l'hypertexte. Vous savez ce que c'est l'hypertexte? Ouais. Vous savez que le protocole web, HTTP, ça se réfère à l'hypertexte. Et l'hypertexte, c'est un modèle de mémoire. La mémoire, je vous ai dit, c'est une faculté cognitive. Donc, c'est de l'intelligence artificielle. Qui plus est, les premiers hypertextes étaient programmés avec des techniques d'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, on utilise l'intelligence artificielle tout le temps. Peut-être en France, vous vous souvenez, il y a Molière qui a écrit une fameuse pièce de théâtre, Le bourgeois gentilhomme, et donc Monsieur Jourdain, le héros de la pièce, découvre qu'il fait de la prose et qu'il a toujours fait de la prose sans le savoir. On fait un peu toujours de l'intelligence artificielle sans le savoir aujourd'hui. Alors ce qui, bien sûr, est important, c'est que ça a transformé la société, et que cette transformation de la société, ça transforme aussi les usages, les mœurs. Et vous savez que l'éthique, c'est lié aux usages et aux mœurs. Et toute la question, bien sûr, que nous devrons nous poser aujourd'hui, c'est comment allons-nous faire pour vivre dans cette nouvelle société. Alors on peut dire, il faut s'inspirer de la tradition, de ce qu'on connaît, mais justement, la tradition, on a du mal à l'appliquer, puisque ce que nous faisons aujourd'hui, nos pères ne l'ont jamais fait, et ce que doivent faire nos enfants, nous ne l'avons jamais fait, et donc c'est très difficile de transmettre tout ça. Donc tout ça, ça fait partie des questions, mais je pense que nous allons en rediscuter tout à l'heure. Sì, la discussione è decisamente aperta e già è sterminata. Complimenti professore. Una cosa l'abbiamo capita certamente, la rilevanza di una tecnologia abilitante e trasversale come può essere quella dell'intelligenza artificiale, e che giustamente veniva anche associata alla capacità, cioè al potere di realizzare altre cose.
E quando parliamo di potere parliamo anche di una parola che nella sua radice trova accezioni e sinonimi e significati adiacenti come possibilità, come potenza. Asma Mallah magari ci può aiutare a capire, avendo anche pubblicato questo recente saggio Technopolitique, che sarà pubblicato presto anche in Italia, questa come dire, confronto ma anche ambivalenza tra il potere costituito degli stati, big state, e il potere che nasce delle grandi compagnie tecnologiche, big tech. Senza andare a ripescare gli antichi greci e il paradosso di Tucidide, però c'è un rapporto tra gli stati e le grandi compagnie tecnologiche oggi è veramente qualcosa di cui non si può più non avere la massima considerazione. E allora io chiederei ad Asma se ci fa capire se questa relazione è destinata a essere una relazione di amore, di odio, di potere e dove e come sono ambivalenti queste relazioni. Oui, ça fonctionne. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis absolument ravie d'être là ce soir parmi vous et je suis désolée parce que je suis en train de doucement perdre ma voix, donc heureusement qu'on est bien équipé. Sur la question du pouvoir ou des intelligences artificielles comme vecteur de pouvoir et de puissance, pour répondre à la consigne qui nous avait été d'abord donnée de déconstruire, de démystifier, de remettre les choses dans leur contexte, et puis dans la continuité de ce que je viens de dire, professeur Ganassia, ce que moi j'ai pour habitude de dire quand on me donne la parole, c'est qu'on ne parle pas d'intelligence artificielle, mais des systèmes d'intelligence artificielle ou des systèmes algorithmiques, et j'insiste réellement sur le pluriel, parce que le pluriel permet de comprendre que ce n'est pas qu'un concept ésotérique englobant et systémique, pas que ça, mais que c'est en fait des usages, des secteurs, des industries, des intérêts. Et celui qui aujourd'hui cristallise une partie de la reconfiguration en cours de l'ordre mondial, qui reconfigure aussi ou qui est au cœur des rivalités géostratégiques entre les États-Unis et la Chine, ce sont les intelligences artificielles à usage militaire, précisément. Parce qu'à partir de 2017, dans l'un des plans quinquennaux chinois, il a été en effet question d'avoir une ambition d'armée de rang mondial et que, évidemment, la question technologique est au cœur de ces rivalités de puissance. Au cœur de ces rivalités de puissance parce que les IA sont vecteurs de soft et de hard power et pour répondre directement maintenant à la question, elles sont pour la plupart, pour celles qui sont les plus performantes, celles qui ont, disons, conquis nos usages, sont privées. Elles ont été conçues, pensées par des acteurs privés, pour la plupart des géants technologiques, pas exclusivement. Et on va y retrouver des gens dont vous avez forcément croisé le nom. Donc ça peut être Elon Musk, Sam Altman, Microsoft, Google, dans des relations d'ailleurs même entre eux de coopétition assez féroces. Et là où c'est très intéressant de comprendre ce que sont ces géants technologiques, américains ou dans une même logique, mais dans d'autres modalités chinois, c'est qu'en fait, la question économique, la question de la rentabilité des modèles ou des applications d'intelligence artificielle, type ChatGPT, mais pas exclusivement, en fait, est imbriquée aussi à une dimension évidemment technologique, mais aussi idéologique. Et donc, en fait, c'est une espèce de triptyque qui se joue pour comprendre un peu ces nouvelles applications. Et en un mot, ce qu'il faut comprendre de ces technos-là, c'est qu'elles sont, disons, by design ou par nature, duales. C'est peut-être l'une des grandes ruptures qu'on a, c'est qu'elles sont à la fois civiles et militaires dans le même temps. Alors vous pourriez me dire que, bah oui, mais le nucléaire aussi était à la fois dual, civil et militaire. Oui, mais le nucléaire n'était pas dans votre poche. Il n'était pas massif, il n'était pas industrialisé, il n'était pas à la portée de tout un chacun.
Et ce qui m'amène donc à la partie militaire de ces usages-là. En janvier 2024, il y a quelque chose qui a été très discrètement relevé. Et le manque d'écho, disons, m'avait un peu étonné. C'est que dans les conditions générales d'utilisation de OpenAI, donc, qui était absolument d'ailleurs public, a disparu de façon très discrète l'interdiction de l'usage militaire des productions de OpenAI, dont ChatGPT. Et donc, on a en effet ces imbrications, ces relations de pouvoir et de puissance, pouvoir n'étant pas forcément d'ailleurs la puissance, donc ces outils de projection de puissance, et qui sur le régalien, c'est-à-dire sur les questions de sécurité nationale, sur les questions militaires, sur les questions de défense, produisent un continuum entre géants technologiques et État, ou en tout cas Pentagone. J'en veux pour preuve qu'il n'y a absolument rien de nouveau dans ce que je raconte, et tout est public. Ça a commencé réellement, cette impulsion, cette fusion techno-militaire américaine, dont on retrouve la même logique d'ailleurs côté chinois. Ça avait commencé très officiellement en 2015, quand Obama va décider d'ouvrir le bureau de représentation du Pentagone dans la Silicon Valley, et qui va être d'ailleurs dirigé par un certain Ash Carter. Et donc toute l'idée, c'était de dire il faut absolument que, pour des agences fédérales qui sont celles de la première puissance mondiale, gendarme du monde, mais qui, malgré tout, pâtissent de lourdeur bureaucratique, ont des difficultés d'innovation. La NASA, par exemple, sont un peu sur une forme de déclin d'innovation. Et va bien falloir qu'on aille redonner du souffle par des acteurs privés, des start-up, à l'époque encore, très agiles. Et donc ça a commencé comme ça, et par un certain nombre de contrats, de coopération entre certains acteurs technologiques américains et le système, si vous voulez, défense américain. Il y a eu, par exemple, le projet Maven entre Google et qui avait fait d'ailleurs un scandale absolument énorme, qui avait coûté à Google de devoir s'excuser, se rétracter. Il y a évidemment des sociétés qui sont, pour moi, des big tech, mais qui sont moins connues du grand public, comme Palantir, par exemple, qui travaille énormément avec le Pentagone. Évidemment, tous les contrats entre la Galaxy X Corp de Elon Musk et un certain nombre d'agences fédérales, SpaceX et la NASA, Starlink, bien sûr, etc. Et donc, ce sont en fait, et c'est ça qu'il faut comprendre, des outils de projection de puissance de l'État américain aujourd'hui sur le champ, j'insiste, sur le champ défense, sur le champ militaire. En revanche, et c'est là où la relation est très intéressante, et vous disiez très justement une espèce d'ambivalence ou même de codépendance toxique, mais littéralement comme dans un couple qui est toxique. C'est-à-dire que sur les questions, par exemple, de désinformation, de freedom of speech, de liberté d'expression, de la régulation et non pas de la réglementation aux États-Unis des réseaux sociaux, là, en revanche, on va avoir une relation qui est beaucoup plus frontale et conflictuelle, par exemple. Et puis enfin, sur le antitrust, là encore, vous avez à la fois une velléité de ne pas, si vous voulez, avoir des monopoles beaucoup trop puissants, pour d'ailleurs des raisons de contrôle. Monsieur l'ambassadeur le disait dans son propos introductif très justement, pour des questions de contrôle social aussi, et c'est aussi la logique qui prévaut en Chine, mais et en même temps de ne pas non plus aller trop loin, parce que aller trop loin, ce serait aussi freiner des groupes qui sont aujourd'hui, ou des acteurs qui sont pas simplement des boîtes privées, qui ne sont plus du tout des start-up, qui sont des industries normalisées et qui projettent de la norme, du standard et donc de la puissance américaine. Quand vous utilisez ChatGPT, vous ne faites pas qu'utiliser une application, vous utilisez aussi, d'une certaine façon, un outil ou un agent, vous l'appelez comme vous voulez, mais qui véhicule des valeurs, des biais, des arbitrages et une certaine vision du monde. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que tout à l'heure, je parlais de coopétition entre ces acteurs-là. Quand ChatGPT est sorti en novembre 2022, vous m'arrêtez quand ça devient trop long, mais quand ChatGPT est lancé en novembre 2022, une des premières choses que Elon Musk va dire, c'est que c'est un outil woke.
et qu'il transmet, qu'il diffuse des valeurs woke. Et que donc son rôle à lui, et puis après il y a toutes les questions de fin du monde, de super-intelligence qui qui aurait des agendas malveillants et qui viendraient détruire l'humanité, blabla, tout ça c'est tous les narratifs science-fiction de la Silicon Valley. Mais sur la question très pragmatique et très court-termiste, idéologique du woke, anti-woke, vous voyez bien que l'intelligence artificielle générative de ce type-là fait l'objet d'une bataille culturelle aujourd'hui aux États-Unis et qu'on peut absolument transposer ici. Merci beaucoup. Merci. Avete capito che Vous aurez compris que nous avons des panélistes de très très haute qualité. Tous ne savent pas que l'intelligence artificielle est devenue notre quotidien. Alors j'invite M. Lorenzo Mottura de nous ramener sur Terre et de nous faire comprendre comment l'intelligence artificielle a un impact sur le travail et l'activité des hommes et des entreprises. Il s'agit d'un moteur d'innovation, mais quel est son impact et jusqu'à quel point cet impact se fait sentir au niveau de la prise de décision des entreprises et dans les milieux de travail et comment les salariés réagissent. Malheureusement, le temps presse, mais cela nous mène à parler des compétences, des savoir-faire, de la formation continue des individus. Le monde est changeant à une très grande vitesse et tout est désuet rapidement. Merci pour cette ribambelle de demandes, de questions. Merci de m'avoir invité à être là. C'est toujours un plaisir. Je voudrais vous faire part d'un point de vue pragmatique, celui d'une industrie, celui d'un service énergétique qui travaille essentiellement en Italie dans le domaine de l'énergie, que ce soit la production d'énergie jusqu'à l'efficacité énergétique, service après-vente, vente de l'énergie, des énergies renouvelables, fossiles et demain nucléaires. Eh bien, le contexte où nous nous trouvons est un immense défi, un défi de transformation qui a des objectifs très importants, 2030-2050. C'est un défi de changement du modèle énergétique pour arriver à une transition énergétique zéro carbone. Voilà le contexte, un contexte de changement. C'est un contexte où l'on passe, par exemple, si nous prenons le cas de l'Italie, des grandes centrales, usines, centrales à gaz ou à charbon concentrées à un très grand nombre d'usines diffusées, distribuées sur le territoire, renouvelables, photovoltaïques, éoliens. Ce n'est là qu'un exemple, mais c'est un exemple important parce qu'on passe de petits chiffres à de grands chiffres. Une quantité de panneaux que vous ne pouvez même pas imaginer si nous voulons aboutir à la transition énergétique. Et dans chaque panneau, il y a des informations, des données. Alors nous sommes vraiment en présence d'une évolution, en présence d'un besoin d'évolution des compétences. Avec le plan stratégique 2050, nous avons dressé un plan des compétences et nous l'avons comparé au plan que devraient avoir nos concurrents. À la lumière de la situation actuelle, il n'y aura pas assez de compétences pour faire tout ce que nous devons faire. Cela ne vaut pas seulement pour l'Italie, mais également pour d'autres pays. Alors, d'où une réflexion. Nous nous sommes longuement interrogés sur la valeur, comment interpréter l'intelligence artificielle, et nous avons abouti à la décision que nous voulons nous engager, et nous nous sommes déjà engagés sur un chemin. Cela dépend du type d'intelligence, mais le chemin que nous avons choisi est celui de mettre l'homme au centre. L'intelligence artificielle ne doit pas être une manière de remplacer l'individu parce qu'il n'a pas assez de compétences. Mais l'intelligence artificielle doit être un outil
qui est mis à la disposition des individus pour faire des choses d'une manière différente et pour faire plusieurs choses. Tout d'abord, gérer l'information d'une entreprise, pas nécessairement l'information qui n'est pas ouverte vers l'extérieur et donc qui est mieux contrôlable et exposée à moins d'hallucinations. Mais puisque j'ai accès à ces informations, je peux prendre des décisions avisées. Et ceci me paraît fondamental parce que d'une certaine manière, cela nous permet d'être plus précis, cela nous permet d'être plus rapide, de commettre moins d'erreurs de prévision, par exemple. Puis, bien sûr, si le temps nous le permet, j'y reviendrai. Et cela permet également de gérer un très grand nombre d'usines qui ne sauraient être gérées de manière traditionnelle. Alors, voilà le premier élément fondamental. Le deuxième, libérer le temps des individus, du temps pour des activités plus mécaniques qui sont à l'intérieur de certaines règles, qui sont des pratiques connues, pour les faire raisonner sur le changement. Donc, l'évolution, libérer l'espace de l'esprit pour imaginer quelque chose qui est le fruit de l'interpolation de données quotidiennes. Cela change de manière significative le potentiel de l'individu. Cela change la manière de travailler parce que tout est plus rapide, plus souple, des volumes de plus en plus grands d'informations. Et donc, pour ceux qui pensaient que l'IA pouvait libérer le temps des individus, eh bien, sachez que notre expérience nous apprend que l'on fait beaucoup de choses plus rapidement et nous fait entrer dans une spirale qui nous éloigne des temps humains. Alors, quelle est la réaction de l'individu? L'individu est mis au centre, mais quand il est au centre et inscrit dans ce tourbillon, dans ses potentiels, comment réagit-il? Nous avons observé pas mal de réactions qui dépendent du type d'application qui est faite par l'intelligence artificielle générative. Et il y a une ligne de séparation importante. L'IA traditionnelle, machine learning, deep learning, qui sont un domaine d'utilisation de l'information et des données plus techniques, parce que cela exige des modélisations spécifiques que nous faisons en partie, et ou bien nous faisons appel à des supports extérieurs. Mais ce sont des modèles qui agissent sur les données de l'entreprise et qui sont contrôlés périodiquement, suivis périodiquement pour être sûr que les données soient correctes. Et pour pouvoir accéder à ces modèles, il faut des compétences, des savoir-faire. Il faut créer des interfaces spécifiques qui sont fournies aux opérateurs. Ces modèles qui arrivent donc jusqu'au deep learning ont une utilisation plutôt exclusive. La ligne de séparation est l'intelligence artificielle générative. Grâce au Large Language Model, l'IA générative permet à tous, pas seulement aux initiés, à des personnes moins spécialisées, cela leur permet d'accéder au modèle de IA générative et d'avoir des informations de manière beaucoup plus rapide. Et cela transforme davantage encore la manière de travailler. Mais pour ce faire, il faut travailler sur les individus. Il faut travailler sur les savoir-faire et sur le changement. Le changement est l'aspect le plus difficile. Si nous prenons des salariés qui ont une activité de routine depuis 10 ans, au moment où un instrument arrive qui peut les aider et qui peut remplacer, substituer cette routine et que l'on demande à ces salariés de faire une activité qui est une activité ayant une plus grande valeur ajoutée, eh bien, de temps en temps, et la réaction, c'est la panique. Donc, il faut bien gérer cela. Et il faut de la formation, bien sûr. Et les modèles, les outils
Et cette formation est particulièrement nécessaire si ces outils risquent de remplacer le travail de routine. Mais ces modèles peuvent permettre de faire des choses qui autrement ne seraient pas possibles. Chez Edison, nous avons mis sur pied une académie numérique qui aide le processus de numérisation. Il y a des masterclass périodiques, des masters. Nous avons relancé la 3e édition en juin dernier. Et rien que pendant le mois de juin, 300 personnes se sont inscrites. Même chiffre que l'année précédente. Donc, il y a le même enthousiasme, il y a une forte envie de comprendre et de mieux utiliser, d'adopter une nouvelle manière de travailler. Si cela est fait par paliers, progressivement, et dans de bonnes perspectives, cela peut s'avérer très efficace. Mais, et je conclus, 2 points. Le premier, aujourd'hui, grâce à nos capacités cognitives, grâce à notre entraînement individuel que nous avons fait non sans peine, alors des activités complexes, entre autres, aujourd'hui nous sommes en mesure de comprendre un agent qui travaille sur la centrale hydroélectrique et qui a une aide à la décision grâce à l'IA générative, et il dira « Merci de votre conseil, mais je fais comme ça parce que avec mon intelligence humaine qui considère toute une série de facteurs qui n'est pas l'intelligence artificielle, mais j'estime que c'est la bonne décision. Et cela est le fruit d'un apprentissage qui est pénible, qui commence dès le bas âge. Mais la question de fond est la suivante. Quand tous auront cet outil qui cumule l'expérience de nos techniciens aux nouvelles générations, et cela sera beaucoup plus facile pour les nouvelles générations parce qu'elles auront déjà les informations. Les nouvelles générations auront un regard critique qui est le fruit de la fatigue de l'apprentissage. Eh bien, je pense que oui, parce que l'homme est capable de s'adapter, mais c'est un grand défi. Et le dernier point que je voulais évoquer est l'utilisation consciente. Nous travaillons beaucoup dans la formation de nos ressources en mettant l'homme au centre sur la notion de la conscience. La conscience, cela signifie respecter les règles, cela signifie respecter les règles européennes, ne pas utiliser un outil de IA générative à des fins de manipulation, ne pas l'utiliser de manière discriminatoire, mais un autre élément fondamental, et là nous revenons au monde de l'énergie, l'utiliser de manière consciente. Quand mon enfant pose des questions à ChatGPT plutôt qu'à Google, il utilise 10 fois plus d'énergie pour obtenir une réponse. Alors aujourd'hui, c'est un service ouvert à tous, mais nous sommes vraiment confrontés, et je conclus en revenant à mon point de départ, nous sommes confrontés à un monde qui doit consommer moins et consommer mieux, d'accord, et avec une grande force qui permet d'augmenter de manière significative les consommations. Les consommations liées au data center en Italie et au large computer vont monter en flèche d'ici 2030 et seront multipliées par 4. En Italie, on consommera beaucoup plus que le besoin énergétique de l'industrie pharmaceutique en Italie. Microsoft et Constellation aux États-Unis ont lancé un projet pour réactiver un des réacteurs, le seul pouvant l'être, de 3 Mile Island, une centrale nucléaire célèbre pendant les années 70 parce qu'elle, là, on a enregistré un incident nucléaire l'équivalent d'un conteneur plein de bananes. Les bananes sont radioactives, mais dans l'imaginaire collectif, 3 Mile Island était un sanctuaire intouchable. Eh bien, puisque nous faut de l'énergie et nous avons besoin d'énergie, alors la demande d'énergie de l'IA générative risque aujourd'hui d'être la limite même de la diffusion
de la IA générative, ou encore risque d'être un élément supplémentaire de discrimination, parce que si j'ai besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir utiliser un outil si puissant à des fins civiles, d'innovation et de progrès, ou à des fins militaires, je dois avoir l'énergie nécessaire et disponible. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des inégalités au niveau de la disponibilité d'énergie au niveau mondial. Merci. Grazie mille anche perché ci introduci ad altri temi. Cela nous fait entrer dans d'autres thèmes. Merci d'avoir fait allusion à la consommation d'énergie parce que on n'a pas pris conscience de cet aspect. Pendant ces jours, le chef de BlackRock est venu en Italie. Il est venu en Italie pour comprendre si l'on peut transformer les centrales électriques en data center. Ceci est très intéressant. Il faut comprendre. Mais ce qui est intéressant, ce sont les compétences de l'homme, comment l'homme s'approche de cette nouvelle technologie. Il faut être capable de prendre ses distances du produit technologique, ce qui est loin d'être simple. Il faut être prêt à prendre des risques. Il y a des accidents d'avion dus à un mauvais calcul de la part de la machine. Et il y a des accidents qui ont été évités. Le capitaine du vol Qantas a sauvé ses passagers parce qu'il a lutté contre la machine. S'il n'avait pas remporté la victoire, il y aurait eu un accident mortel. Bon. Ce que nous avons dit jusqu'ici est très important. Et cela me renvoie à une publication très importante de Père Paolo Benanti, auquel je pose une question. Le professeur Ganassia est professeur d'informatique à la Faculté des sciences. Le Père Benanti était ingénieur et il enseigne dans une faculté de théologie. Des parcours inverses. Alors la question que je lui pose est la suivante. Est-ce que l'homme va humaniser les machines ou est-ce que c'est l'inverse qui est en train de se produire? Et quels sont, vu que dans notre titre, il est question d'éthique et qu'il faut parler d'éthique, et quelles sont les implications éthiques de ce processus qui est sous nos yeux? Eh bien, bonsoir. Je suis très heureux d'être là. Merci, Excellence, de m'avoir invité. C'est intéressant parce que le livre cité ne parle pas d'intelligence artificielle. Donc, techniquement, la réponse courte serait aucune. Mais comme dans les meilleurs matchs, je ne vais pas éviter de réagir à la provocation. L'éthique, qu'est-ce que cela a à faire avec tout ceci? Mais d'abord, il faut placer au centre de la discussion une question, c'est-à-dire probablement nous ne faisons pas la bonne interprétation de l'approche éthique à la technologie. Pourquoi? Eh bien, parce que notre condition humaine est une condition de personnes qui peuvent choisir. Et nous pensons que l'éthique est quelque chose qui tend à justifier ou à prescrire les choix que nous prenons. Donc, si nous renfermons l'approche éthique tout simplement dans cet argument concernant les choix, eh bien, nous n'allons nulle part. Éthique de la technologie, ça a un sens particulier. C'est une discipline à proprement parler. C'est une modalité de recherche qui naît à la fin des années 80, lorsque, dans le milieu philosophique, on développe une nouvelle conception d'objets technologiques, c'est-à-dire une sorte de réponse structurelle donnée à l'homme, par l'homme au problème de la réalité. J'ai faim, et donc je te donne la pelle ou le marteau ou le faucon en guise de réponse au problème que j'ai. Mais l'objet technologique résume une sorte de modalité pour l'homme de vivre dans le monde. Si ceci est vrai, nous pouvons
décodifier cet objet technologique qui a un impact sur la vie sociale. Le point central de l'éthique de la technologie, c'est qu'il n'y a pas de technologie neutre à partir du moment où elle évolue dans un contexte social. Peut-être à l'origine de cette approche, il y a un philosophe nord-américain, Landon Wynne. Dans un livre très connu dans les années 80, il se posait la question concernant les objets technologiques, pour savoir s'ils ont une politique. Donc, l'éthique de la technologie se fondait sur deux exemples de l'histoire du développement de la technologie. D'abord, il y avait la vie de Robert Moses, un homme politique très important qui a créé New York tel que nous le connaissons, des gratte-cieux, des autoroutes, des routes diverses et variées. Eh bien, ça correspond à la création de ce philosophe. Mais puis, Robert Caro a écrit un autre livre très important qui a remporté le prix Pulitzer. C'est encore un des principaux livres vendus sur le marché américain. Et donc, c'est quelqu'un de très important. Donc, si nous lisons la biographie de Moses, on découvre que Moses était un homme politique du siècle dernier, évidemment, qui partageait des idées inacceptables aujourd'hui, mais qui, à l'époque, pouvait donner une certaine forme à la ville. L'idée de Moses, c'est que nous ne sommes pas tous égaux. Il y a quelqu'un qui est meilleur que les autres, et la ville doit pouvoir être accessible dans ces parties qui sont meilleures à certaines parties de la population. Selon Moses, l'un des quartiers meilleurs de la ville, c'est John's Beach à Long Island. Et donc, Moses utilise la technologie pour construire une autoroute, la Parkway, qui relie New York à Manhattan. Si vous connaissez l'aéroport de New York, eh bien, vous connaissez cette autoroute qui mène vers le centre-ville. Eh bien, à côté de l'autoroute, il n'y a pas de liaison ferroviaire. Il n'y a pas de train pour aller à Long Island. Si nous examinons donc ce livre, cette biographie de Moses, nous découvrons que les ponts de cette autoroute ont certaines hauteurs qui sont inférieures à la norme. Donc, les bus ne peuvent pas circuler sur cette autoroute. Donc, ceux qui pouvaient se permettre une voiture particulière, privée, pouvaient accéder à la plage de Jason Beach. Eh bien, chaque, disait-il, objet technologique est une disposition de pouvoir, est une forme d'ordre dans un contexte social. L'éthique de la technologie est donc la discipline qui, de manière scientifique et systématique, interpelle la disposition sociale des objets techniques pour savoir quelle est la disposition de pouvoir de ces objets dans le cadre du contexte social. Songeons à ce que nous avons vécu pendant la pandémie, n'est-ce pas? Eh bien, pendant la pandémie, il y avait un droit sanctionné par la Constitution, le droit à la santé, a été attribué à la population à travers un algorithme qui était caché derrière un portail du système de santé régional. Donc, un algorithme qui prenait la décision concernant donc ce qu'on pouvait ou ne pouvait pas faire pendant la pandémie. Le grand mot ici, c'est qu'on est passé d'un modèle déterminé mécaniquement à un modèle statistique. Donc le sujet ou la question est la suivante. Que peut-on décider dans une société constitutionnelle et démocratique par un système de ce genre? La décision sur des sujets si importants, est-ce qu'on peut attribuer l'achat de ces systèmes à des autorités qui peut-être est l'autorité de la fonction publique? Eh bien, ce que j'aime dans mon métier, c'est que je peux poser des questions et fuir avant
d'être obligé de répondre. Donc cette façon d'habiter la technologie, de mettre en cause la technologie est quelque chose dont nous avons besoin pour transformer la catégorie ambiguë de l'innovation en une autre catégorie, c'est-à-dire la catégorie du développement. Nous sommes habitués à considérer la technologie comme une innovation qui nous amène à faire les choses de manière plus performante. Mais éthiquement parlant, c'est une catégorie très ambiguë parce que la bombe atomique est une grande innovation par rapport au pistolet. Mais je ne sais pas s'il est intéressant de l'utiliser dans notre vie quotidienne. Donc, nous avons besoin d'arracher à la catégorie de l'innovation importante pour le marché des dimensions qui sont celles de la transformation par l'intelligence artificielle de notre vie quotidienne. Pour ce faire, nous avons besoin d'introduire une autre catégorie sociale, c'est-à-dire le développement, la forme d'innovation qui permet aux groupes et aux individus de parvenir à la perfection. Donc, la forme d'innovation qui permet l'autodétermination des gens dans l'optique du développement social. Et alors là se joue ce match qui a affaire à la gouvernance globale moyennant l'IA. Il y a une deuxième grande question. Le premier vrai problème, c'est de savoir quelle est la forme de pouvoir qui est devant nous. Si nous ne répondons pas à cette question, nous ne pouvons pas comprendre où sont les éléments sensibles dans l'utilisation des différents outils numériques dans la société. Malheureusement, je suis professeur à l'université, j'ai un cours de 180 heures, donc je ne saurais ici répondre à cette question. Mais on peut apercevoir une ligne de développement. Le monde devant nous devient numérique grâce à l'invention d'un petit outil, le transistor. Le transistor est un élément électronique qui a permis à l'administrateur délégué d'IBM, Watson, face à l'une des pires figures de l'histoire de l'électronique. Watson, à un moment donné, a dit bon, il y aura au total 5 ou 6 machines de ce type, c'est-à-dire ils sont destinées à l'échec. Bon, nous savons qu'aujourd'hui, notre portable est 1000 fois plus puissant que l'ordinateur qui a permis à l'homme d'aller sur la Lune. Watson n'avait pas considéré l'importance du transistor qui a été distribué à la société sur la base d'une licence à toute entreprise qui pouvait envoyer ses employés à faire un cours. Et aux États-Unis, en payant 25 000 $. L'un des premiers cours, il y avait Sony, une entreprise japonaise qui représentait une nation défaite après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on avait envoyé l'entreprise japonaise, Sony, participer à ces cours. Dans les années 50-60, l'ordinateur devient de plus en plus répandu dans le cadre du mainframe et les différents usagers peuvent accéder au mainframe. Mais la culture frappe à la porte de l'informatique. Dans les années 60-70, la contre-culture dans les universités, donc la contestation des jeunes, les hippies, eh bien, ils frappent à la porte de la science computationnelle. Dans les années 60-70, on disait que tout ce qui était centralisé était faux. Donc, les hippies de la Silicon Valley s'emparent de ce pouvoir et ils nous donnent un pouvoir personnel, le personal computer, l'ordi personnel. L'impact culturel est si fort qu'en 1983, le magazine Time dit que l'homme de l'année, en 82, c'est pas un homme, mais c'est la machine, l'ordinateur. Computer moves in. L'ordinateur arrive. Donc, le laptop ne cesse de se répandre. Dans les années 90, encore une fois, la géopolitique ou la politique frappe à la porte de l'informatique.
J'ai fait quelques cours avec Madeleine Albright. Elle nous racontait que lorsqu'elle était secrétaire d'État de Clinton, eh bien, Albright, après avoir lu les théories de Fukuyama sur la fin de l'histoire, l'empire communiste avait été défait, il n'y avait que la démocratie libérale. On avait compris que l'équation qui avait permis à l'Occident de vivre pouvait être renversée. Quelle était l'équation? Démocratie libérale plus libre marché égale à l'augmentation du bien-être. C'est bien ce que nous avons vécu dans nos pays occidentaux. Dans les années 90, grâce au renversement de cette équation, on a commencé à penser que si j'augmentais le bien-être, j'aurais pu amener la Chine vers la démocratie libérale. Donc, Albright a admis que sa prévision était tout à fait inexacte parce que la Chine s'est enrichie, mais elle n'est pas devenue plus libérale. Mais nous, l'Occident, on a vécu une crise parce que c'est toute la notion de démocratie qui a commencé à être mise à mal. Dans le sud global, on a commencé à penser qu'on pouvait mieux vivre sans nécessairement adhérer aux valeurs occidentales. À nouveau, au début de ce siècle, l'informatique frappe à la porte parce que le pouvoir informatique se répand dans sa façon la plus intime. Le smartphone est une forme de pouvoir informatique intime. Mes étudiants se surprennent quand je dis ça. Mais alors je dis, débloquez votre smartphone et passez-le à votre copain. Si tu ne veux pas le faire parce que c'est trop intime, et j'ai bien raison, c'est un objet intime. Et c'est ce que nous associons au printemps arabe au début du siècle, à la place Tahrir. Donc le numérique est plus puissant que la démocratie libérale parce que le fait de vivre ensemble fait naître le désir de changement. La fin du deuxième décennie de ce siècle, donc l'attaque au Capitol Hill, nous a mis devant quelque chose de très négatif, la fausse information, etc. Apparemment, les portables sont devenus les pires ennemis de l'espace démocratique. Mais je vous invite encore une fois à nous attarder sur la pandémie. Pendant la pandémie, tout d'un coup, on a compris que dans la deuxième décennie de ce siècle, le smartphone, donc le numérique, l'informatique, a mangé silencieusement notre vie analogique. On s'est vu sans se rencontrer grâce à l'ordi, grâce à l'informatique. Nous avons pu signer des documents grâce à l'informatique. Nous avons investi de l'argent grâce à l'informatique, sans nécessairement nous rendre à la banque. Donc le smartphone a avalé, a mangé notre réalité. De manière silencieuse, l'espace public démocratique est devenu un espace démocratique informatique. Au début de cette troisième décennie, on s'est rendu compte qu'il y avait l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle marque le grand tournant dans cette transformation numérique. Pourquoi? Parce que les grands systèmes de IA générative estompent la distance des processus que je peux réaliser qui donc arrive à une autre destination qui est le cloud. 70% du cloud appartient à une ville, Seattle, aux États-Unis. La diffusion de cette nouvelle forme de pouvoir informatique est en train d'absorber tout ce que nous avons numérisé par le passé. La diffusion dans la société de ce pouvoir se fera en devant tenir compte de la structure démocratique que nous avons réalisée et construite après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà les questions. Quant aux réponses, je ne sais pas. Jusqu'à la dernière minute, j'ai eu peur qu'il n'y avait pas de réponse à ma question. Mais non, la réponse a été donnée et c'était une réponse que chacun donnera en son fort intérieur.
la société démocratique aux États-Unis a attribué la justice pénale à l'informatique. Il y avait un programme expérimental qui donnait ses pouvoirs à l'algorithme sur base statistique. Donc, souvent, le discernement est échangé contre l'institutionnalisation du préjugé. À propos de discernement, je vais me tourner vers le professeur Ganassia en lui demandant de développer ce sujet. Le libre arbitre, la possibilité de choisir grâce aux nouveaux outils entre un politique et un autre, etc. Le libre arbitre est une caractéristique de la condition humaine. Est-ce que ce libre arbitre continuera dans l'avenir aussi? Et comment pourrons-nous relever les nouveaux défis à travers l'intelligence artificielle? Comment et combien sont les risques? Et en particulier, est-ce qu'il y a un risque plus important, plus grave que les autres posés par l'intelligence artificielle? Je vous remercie de cette question, là encore, assez difficile. Le libre arbitre, bien sûr, la possibilité de choix, ça peut être le libre arbitre de la machine. Est-ce que nous fabriquons des ordinateurs qui, bientôt... Devo chiedere solo, dobbiamo ridurre i nostri tempi perché... Je vous prie d'être bref parce que l'heure tourne et nous avons parlé plus longtemps que nous ne devions le faire. Je prends cette responsabilité. Je peux modérer et j'ai mal modéré peut-être, mais je vous invite à être bref dans la mesure du possible. Ensuite, non, mais je peux être bref. Enfin, je veux dire, je peux parler. Non, parce que, enfin, je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que c'est une question compliquée? Oui, on me demande en 5 secondes de parler du libre arbitre. Vous vous rendez compte de la difficulté? Alors, bien sûr, il y a le libre arbitre. Est-ce que les machines vont avoir une conscience? Alors, c'est une grande question. Beaucoup de scientifiques, en particulier des grands noms du numérique, nous ont expliqué que nous faisions face à ce qu'ils appellent un risque existentiel. C'est-à-dire que tout d'un coup, les machines vont prendre le pouvoir. Alors, est-ce que c'est fondé? J'ai essayé de démontrer. J'ai écrit un livre il y a 5-6 ans là-dessus pour étudier les arguments qui sont allégués à l'idée qu'une machine puisse un jour devenir consciente. Et cela, quand on les étudie en détail, on se rend compte qu'ils sont vraiment pas du tout fondés. Alors, je ne rentrerai pas dans la démonstration elle-même, mais je crois que c'est important. Lorsqu'on les lit, ça repose simplement sur l'idée que les machines vont être de plus en plus rapides. Or, la rapidité des machines, ça n'est pas l'intelligence des machines. On a vu que ça posait un problème d'ailleurs, cette notion, il n'y a pas d'intelligence des machines, il y a l'intelligence artificielle. Et donc, les machines n'ont pas de conscience. Alors, il y a une deuxième question, c'est est-ce que l'homme, avec les machines, va perdre son libre arbitre? Et là, ce que tout à l'heure, vous avez dit, j'ai trouvé que c'était monsieur a dit sur la place de l'humain au centre, c'est vraiment une question éthique centrale. Il se trouve que je préside différents comités d'éthique et l'un de ces comités d'éthique, c'est le comité d'éthique de France Travail. En France, c'est l'association qui s'occupe de donner du travail. Ils ont différents outils d'intelligence artificielle. Et ils ont décidé de mettre l'homme au centre, comme vous. Donc c'est une grande question. Mais je crois qu'il faut aller plus loin sur cette question de libre arbitre. Est-ce que, avec les machines, nous ne risquons pas d'être transformés? C'est-à-dire, est-ce que la présence de ces machines ne nous réduit pas à être des automates? Pour reprendre un tout petit peu les questions que vous abordiez tout à l'heure, Paolo, les machines risquent à certains moments de nous rendre nous-mêmes machines. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que nous allons imaginer les machines, mais est-ce que les machines vont nous créer à leur image? Un très grand auteur que vous devez connaître, Georges Bermanos, a expliqué dans un livre qu'il a écrit, La France contre les robots, justement,
que le risque, c'est que les machines fassent un homme à leur image. Et ce qu'il explique, je crois que c'est très intéressant, c'est que c'est le rythme des machines qui n'est plus le rythme de l'homme. Et donc nous sommes dans un univers différent. Et à un moment donné, il dit des machines que c'est une conspiration contre la vie intérieure. Vous voyez, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes tous accrochés à nos dispositifs électroniques et c'est bien cela le risque. Le risque au plan individuel, c'est d'être transformé par les machines et donc de ce fait de perdre notre libre arbitre. Et puis il y a un deuxième risque, c'est alors le fait de ne plus apprendre à penser, puisque avec les outils d'intelligence artificielle, les élèves vont pouvoir faire rédiger leur rédaction par des machines, et donc ils risquent eux-mêmes de ne plus apprendre à écrire. Et comme l'écriture, à mon sens, c'est aussi ce qui permet de penser, c'est en écrivant que l'on pense, le risque, bien sûr, c'est que on ait de plus en plus de mal à penser. Mais je voudrais aller plus loin et terminer là-dessus sur une légende que vous connaissez tous, c'est la légende de Babel. Vous savez ce que c'est, Babel, c'était l'idée que les hommes allaient se mettre tous ensemble pour créer une tour qui irait jusqu'au ciel. Et ils avaient tous un seul langage. Et puis à un moment donné, Dieu a trouvé qu'ils exagéraient et il a divisé les langues. Et j'ai l'impression que ce qui se produit avec l'intelligence artificielle est quelque chose un peu du même ordre. On pense qu'il y a un seul langage et qui plus est, les outils d'intelligence artificielle vont traduire automatiquement toutes les langues et on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule langue. Tout ça est transparent. Or, je crois qu'il faut distinguer deux langues. La langue de communication, qui est commune aujourd'hui, et puis les langues de culture. Et le risque, bien sûr, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on en oublie les langues de culture. Quand on apprend la langue de l'autre, c'est apprendre la culture de l'autre. Je crois que c'est vraiment important. Et le risque, c'est que avec l'intelligence artificielle, on ne prenne plus assez attention à la culture et donc qu'on se retrouve dans une immense tour de Babel, c'est-à-dire que toutes les langues pourront se traduire, mais on risque de se comprendre de moins en moins dans ce monde assez inquiétant. Grazie mille anche per la capacità di sintesi, professore. Je vous remercie, professeur, de votre synthèse. Merci de votre synthèse. Je m'excuse si j'ai trop modéré. Tout à l'heure, Asma a parlé de géopolitique. Elle a parlé de la lutte entre les États-Unis et la Chine, le débat public américain, la ruée vers l'intelligence artificielle, comme la ruée à la Lune pendant les années 60 entre l'Union soviétique et les États-Unis. Vous avez parlé d'une technologie neutre. C'est un autre thème intéressant et pas anodin. Mais avant d'en arriver là, il y a un autre thème sur lequel nous devrions nous pencher du point de vue éthique, c'est-à-dire l'accès à la technologie. Il est évident que ceux qui auront accès à l'IA pourront faire davantage de choses. Et donc, cette technologie va créer des inégalités encore plus fortes. Comment peut-on éviter ce problème? La question des inégalités, en tout cas de l'accroissement des inégalités, alors non pas au sein d'une société, mais entre nations, si je comprends bien. Il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est Poutine, en fait, qui avait dit en 2017 « Celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle contrôlera le monde ». Et en fait, je crois qu'il a eu tort. En tout cas, il a eu tort de le formuler comme ça. Ce qu'on est en train de voir apparaître, en réalité, ce n'est pas un acteur qui domine un marché, et donc le monde. Ce sont en fait une multitude d'acteurs qu'on a déjà évoqués. Donc c'est les États-Unis, la Chine. C'est évidemment les géants technologiques, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas qu'un seul, et qui se livrent une lutte féroce de parts de marché, mais comprenez bien que les parts de marché sont donc géopolitiques. Aujourd'hui, les modèles économiques, la compétition, la conquête des marchés globaux est géopolitique, évidemment. Et puis, il y a aussi des puissances régionales. On les évoque que trop rarement.
parce que, et moi-même je participe probablement un peu à ce biais, mais entre les États-Unis et la Chine, il y a d'autres acteurs. Il y a aujourd'hui dans cette reconfiguration de l'ordre mondial qui n'est pas si chaotique que ça. Je sais qu'on aime bien parler de chaos, d'effondrement. Tout dépend du point de vue que vous adoptez et d'où est-ce que vous vous trouvez sur le globe. En réalité, dans cette reconfiguration, vous avez un groupe qui est assez hétérogène d'ailleurs et qui peut avoir des intérêts diplomatiques pas toujours convergents, qui s'appelle les BRICS, et depuis l'été 2023, qui s'appelle les BRICS+, où vous allez retrouver les Émirats arabes unis, vous allez retrouver l'Inde, la Chine aussi, y est, l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite, et qui ont le Brésil, et qui ont des agendas sur la gouvernance globale que monsieur l'ambassadeur d'ailleurs évoquait très justement dans son propos introductif. Mais quand on dit gouvernance globale, en fait, vous allez avoir, on est à la croisée des chemins et on va avoir deux grands chemins possibles. Soit en effet, États-Unis et Chine, puisque la Chine, vous l'avez compris, sont aussi dans les BRICS, vont se mettre d'accord globalement pour une espèce d'entente sur les intelligences artificielles à usage militaire qui posent des problèmes en termes de sécurité nationale, parce que le véritable enjeu est celui-là, celui de la sécurité nationale et de la projection de puissance, notamment et en particulier la question des armes autonomes, c'est de ça dont il s'agit en sous-jacent en tout cas. L'industrialisation des cyberattaques, des stratégies d'influence, manipulation de l'information à des fins de déstabilisation, etc., etc. Donc vraiment les enjeux de politique immédiate. Et donc soit on arrive à se mettre d'accord, et en réalité quand on regarde ce qui se passe sur les armes autonomes, ils se sont plutôt d'ailleurs mis d'accord pour maintenir un statu quo pour ne pas arriver à une décision finale, et donc ce qui permet entre-temps de développer ces outils-là et de les expérimenter, soit on va avoir un éclatement, une fragmentation de la gouvernance globale entre ces différents blocs. Donc l'Occident d'un côté, Occident s'entend donc États-Unis, Europe, Australie, Five Eyes, enfin tout ça, les alliances autour des États-Unis, diverses et variées. Et puis après, vous allez avoir la Chine avec son propre parapluie et qui va embarquer avec elle les BRICS+. Et puis là, vous avez plusieurs sous-scénarios. Donc en fait, on est à cette croisée des chemins de l'éclatement de la gouvernance globale. Mais, et j'aimerais quand même dire quelque chose sur ces questions-là d'un point de vue vraiment de réel politique. Si on part du principe que les géants technologiques sont des acteurs de la puissance et donc de la puissance technologique, si on part aussi du principe que ce sont des entités hybrides et que pourtant elles ne sont que des entreprises privées, c'est-à-dire rendant des comptes au marché ou à elles-mêmes quand elles sont sorties de la cote, par exemple les réseaux X, Twitter avec Musk, eh bien on va avoir un problème qui est un débat qui apparaît aux États-Unis et que moi j'essaye d'amener en Europe, en France notamment, qui est le suivant. Aujourd'hui, tous les paquets réglementaires, parce que l'autre, implicite, et je termine là parce que je sais qu'il faut faire court, mais comme ces messieurs parlent, j'essaie de placer 2-3 idées quand même. C'est la question de la souveraineté technologique européenne, évidemment, puisqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dotés de géants technologiques ou d'acteurs de cette ampleur et de cette amplitude-là. Et donc se pose évidemment la question de notre dépendance vis-à-vis des États-Unis en premier lieu. Et en réponse à ça, on a eu un paquet de réglementations, Digital Service Act, Digital Market Act, AI Act, etc. Bon, c'est très bien sur la partie défensive, mais il nous reste néanmoins à penser une véritable politique industrielle proactive sur des chaînes de valeur ultra stratégiques type semi-conducteurs ou le coup d'après sur le quantique, etc. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que ce sont aussi des hyper-industries. Ce n'est pas simplement des questions conceptuelles, ésotériques. Ce sont des hyper-industries avec des modèles économiques, avec des enjeux géostratégiques absolument essentiels. Et donc, et j'en termine là, si en fait vos acteurs technologiques, les big tech ou les tech giants sont des acteurs de la puissance qui sont soit américains, soit chinois, eh bien on va avoir un problème qui est celui de leur statut juridique. Et donc aux États-Unis est apparu ce débat de dire, qui est encore, confidentiel, mais que je trouve très enthousiasmant intellectuellement, qui est de dire peut-être qu'il faut leur donner un autre statut. C'est-à-dire que plutôt que passer notre temps à gérer de l'aval, c'est-à-dire de damage control sur la modération, le machin, etc., soit, il faut le faire, mais c'est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante. Vous parliez de la racine des problèmes. La racine du problème, c'est pas tellement ce qu'elles font, je crois, c'est ce qu'elles sont. Et ce qu'elles sont, c'est qu'elles ne peuvent pas rester des boîtes privées quand elles, en fait, conçoivent et managent des infrastructures d'utilité publique. Et donc, il faudrait peut-être leur donner, aux États-Unis, on appelle ça le statut de common carrier. En Europe, on pourrait
envisager des formats de PPP, de partenariat public-privé, où tout d'un coup, l'État, l'appareil d'État, mais aussi peut-être une forme de société civile aurait directement droit de regard sur la gouvernance, c'est-à-dire sur les décisions, les visions, les biais, les arbitrages qui prévalent en amont. Et je trouve la piste très ambitieuse, mais très intéressante. Merci beaucoup. E adesso ci abbiamo verso la conclusione, ma non... Nous voudrions permettre maintenant à l'assistance de poser des questions, si vous le souhaitez, avant de conclure notre soirée. Je donne d'abord la parole à M. Motura. L'intelligence artificielle en tant qu'outil, est-ce qu'elle aide davantage les entreprises ou les individus ou les consommateurs? Peut-être deux flashs, un ou deux flashs, pour répondre à cette question. Est-ce que vous m'entendez? Alors, évidemment, il ne faut pas oublier les aspects les plus concrets, et ce, en vue d'aider les entreprises et les clients. Mais je vais prendre quelques exemples concrets rapidement. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'améliorer les prévisions du vent sur chaque éolienne. Les prévisions du vent se font sur des grilles très vastes. Et en réalité, les collines, les conditions spécifiques, le sillage de l'éolienne précédente a une influence sur les conditions du vent. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, nous sommes très précis au moment d'estimer la vitesse du vent sur telle ou telle éolienne, ce qui est fondamental parce qu'il faut déclarer l'énergie et la veille, l'énergie qui sera produite. Plus je suis précis, plus le système aura des coûts pour pouvoir contrecarrer le fait d'avoir fait une fausse prévision. Aujourd'hui, nous pouvons faire cela et c'est un bénéfice pour l'entreprise et pour le coût de l'énergie. Le deuxième exemple, qui est toujours lié aux éoliennes, en réunissant 1000 éoliennes, je suis en mesure de savoir que lorsque la température de l'huile de la transmission de l'éolienne augmente dans 10 heures, je dois changer le réducteur. Je peux l'acheter auparavant, le préparer et au moment voulu, je peux l'installer avant la panne sans arrêter pour autant la production. Ce sont là des exemples concrets qui signifient économiser des coûts, réduire le coût de l'énergie, etc. Nous pouvons, et ce sont là des exemples de l'IA, mais si nous considérons l'IA générative, eh bien, nous avons commencé avec prudence à faire des expérimentations en essayant de découvrir quel super pouvoir de l'intelligence artificielle générative peut être utilisé. Nous avons évoqué 3 cas. Le premier cas explore la capacité de content generation. Donc, nous avons mis au point un modèle qui est en mesure de faire une campagne publicitaire à lancer dans les réseaux sociaux, les médias sociaux, plus rapidement que nous ne le faisons par le biais des agences traditionnelles. Cela signifie plus rapidement, en 10 jours, plutôt qu'en 2 ou 3 mois. Cela nous permet de réagir plus promptement. Et je peux informer le modèle, je lui donne les informations juridiques, etc., tout ce qui peut être dit ou ne pas être dit, de manière que la publicité ne soit pas trompeuse. Et le produit est plus efficace. Et le retour, c'est-à-dire le click share et le success rate de cette publicité est deux fois plus important que par les systèmes traditionnels. Mais l'équipe de marketing a appris que plutôt que d'avoir l'anchorman traditionnel ou le parrain traditionnel, il y a d'autres manières d'attirer l'attention. Un autre point rapide, on peut utiliser ces modèles de Large Language Model dans des milieux confinés. Des informations qui sont des informations sûres ou certifiées. Par exemple, nous faisons cela pour aider nos agents commerciaux à apprendre plus rapidement ce dont un client prospect a besoin. Quand on a des informations plus
importantes sur nos produits énergétiques, le résultat sera meilleur. Et cela entraîne un bénéfice non seulement pour Edison, mais également pour le client final. Ceci pour dire qu'il y a bien des applications et que si celles-ci sont faites de manière intelligente, elles peuvent vraiment aider à faire les choses d'une manière différente et meilleure. Mais derrière tout cela, avant tout cela, il faut l'intelligence humaine. Il faut comprendre ce dont les individus ont besoin. Merci. Padre Benanti. Alors, Père Benanti, je ne vous invite pas à condenser 200 heures en 5 minutes. Ce n'est pas cela que je demande, mais je vous lance un défi encore plus difficile. Le pape François a été le premier pape qui a participé à une rencontre des grands de la Terre, ceux qui participent au G7. C'était la première occasion. Il l'a fait sur le thème de l'intelligence artificielle. Le pape François est la plus haute autorité morale, surtout pour nous qui vivons, qui sommes plongés dans cette culture. Ma question est la suivante. Est-ce que l'IA peut aider à renforcer les fondements de la liberté des individus et la paix entre les peuples? Merci. C'est une mission impossible que de répondre en 2 minutes. Je vais vous décevoir, mais je vais prendre un exemple. Il y a une étude qui a été menée aux États-Unis, Bridging Algorithms, et nous avons compris que les algorithmes des médias sociaux pour des problèmes de monétisation de la plateforme nous divisent, nous séparent et nous polarisent. On a commencé à utiliser ces algorithmes qui invitent l'usager à trouver un accord avec l'autre usager, tant et si bien que finalement on arrive à un point d'arbitrage, à des positions qui voient 70% des usagers d'accord sur certains points. Cela a été utilisé aux Nations Unies avec succès dans les lieux où il y avait la guerre civile et là où il semblait très difficile de trouver un accord. Cela a grandement aidé la paix. Je suis un expert d'éthique, donc je me dois de répondre jusqu'au bout à votre question. Nous avons l'habitude d'évoluer dans un contexte constitutionnel où nous avons trouvé toute une série de points fondamentaux pour notre existence. Projeter ces points par un système de persuasion, par un système d'algorithme, est-ce que cela est correct? Si nous n'avons pas de réponse à cela, nous ne comprendrons jamais si l'intelligence artificielle peut apaiser les conflits, alimenter les conflits, faciliter le dialogue et donc la paix. Alors, je n'ai que des questions. À vous de répondre. C'est une question que nous allons amener chez nous ce soir. Les provocations, les réflexions sont très nombreuses. Je demande à l'assistance s'il y a des questions. Ce n'est pas évident étant donné l'heure qu'il est. S'il y a peut-être 2 questions, on pourra les prendre alors que c'est l'ambassade qui doit nous dire si on a le temps pour le faire ou pas. Des questions courtes, s'il vous plaît. On va les prendre toutes et puis on fera un tour de table pour les réponses. De plus, sur les changements prévisibles du contrat social qui découle de l'intelligence artificielle. Parce qu'on a commencé à élaborer des schémas pour comprendre les possibilités de changement de l'ordre mondial, de l'ordre global. Mais sur le contrat social qui régit les sociétés, est-ce qu'on peut avoir un commentaire ou une opinion ce soir? La domanda è per... C'est pour qui cette question?
Vous posez la question à un intervenant en particulier? Le père Benanti. Okay. Mais madame, quand vous parlez, ne vous tournez pas vers le modérateur parce que la voix disparaît. J'aimerais bien y répondre aussi. Sì. Se ci sono altre... Le facciamo e poi rispondiamo, così completiamo il... Nous allons compléter le tour de questions et puis on répondra. Francesco Lapente, directeur à la John Cabot University. À New York, j'ai participé au Summit of the Future. J'ai lu avec attention le document publié AI for Humanities, Governing AI for Humanity. Le seul but pour lequel il faudrait développer l'IA, c'est résoudre les problèmes des inégalités qui se posent, qui existent dans l'humanité. D'après vous, le potentiel de l'IA tel qu'il existe aujourd'hui peut-il vraiment résoudre ce problème? Ou bien, pour l'essentiel, il va contribuer à creuser l'écart qui existe aujourd'hui entre les pauvres et les nantis, les démunis et les nantis? Est-ce qu'il y a les conditions pour créer cette Governing AI for Humanity? On n'a plus de temps, donc on va peut-être se limiter aux deux questions. La première, pour le asthma peut-être, et la deuxième, la première pour asthma, et l'autre, la deuxième, plutôt du côté droit de la table ou de l'estrade. Je commence et je vous donne la parole. Donc sur la question du contrat social, encore faudrait-il le définir. Donc le contrat social. Le contrat social, initialement, c'est donc vous avez un peuple qui est souverain et qui va, en tout cas en démocratie libérale, c'est la nature du contrat, va déléguer une compétence, une souveraineté à des représentants qui vont donc représenter leurs désirs, ou en tout cas leurs revendications, leurs intérêts. Le sous-jacent du contrat social, si on remonte à Hobbes, c'est une forme de paix sociale. C'est-à-dire que le deal, en gros, c'est on va rogner sur un tout petit peu de nos libertés, disons sans limite, pour une forme de paix civile, donc de la sécurité. Et donc là, on va avoir un léviathan, un appareil d'État, une fiction, une construction juridique, fictionnelle, l'État de droit. Alors, j'évite tous les débats autour de cette question-là, en tout cas qui est en train de nervurer le débat public en France, je vais faire ma parenthèse, et qui va, si vous voulez, installer toutes les institutions pour maintenir ce contrat, ce deal. Bon, il y a plusieurs choses qui sont en train de se jouer sur le contrat social très rapidement. La première, c'est qu'en réalité, on est en train par les technologies, mais qui ne sont que des caisses de résonance, qui ne sont, je répète, que des caisses de résonance, qui ne créent pas le malaise démocratique, qui ne créent pas le problème, mais qui l'amplifient de façon assez massive, ça c'est vrai, sont en train de brutaliser la société, sont en train de brutaliser une parole publique, sont en fait en train d'amplifier une forme de violence. Et donc la question de une paix civile, et on va rétrocéder un peu de liberté pour une forme de sécurité, eh bien ça c'est en train d'être revu. Ça c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'aujourd'hui vous avez des acteurs du pouvoir et non pas de la puissance cette fois-ci. Pouvoir n'étant pas puissance, et moi je suis très aronienne sur ce point de vue-là, donc je fais la distinction entre les deux concepts. Donc si on vient sur la question du pouvoir en tant que tel, eh bien vous avez des acteurs aujourd'hui du pouvoir qui sont des acteurs privés, et donc qui ne sont pas élus, et qui privatisent deux choses, qui privatisent l'espace et le temps. L'espace, parce que quand vous avez des acteurs qui captent vos données, captent les données satellitaires, captent des données sensibles, captent des données même parfois de l'ordre de la sécurité nationale ou militaire, vous avez en effet non pas un transfert de souveraineté, mais une forme de transfert de compétences. Or, ils ne sont pas élus. Donc leur vision du monde, leurs projets, leurs intentions ne sont jamais débattus. Il y a là une forme de confiscation de ce qu'on appelle un intérêt général ou un bien commun, ou qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, quel est notre désir de... C'est pour ça que je parlais de leur statut juridique et je suis très insistante sur cette question-là. Et puis enfin, et mon troisième élément de réponse, c'est que sur la question du contrat social, c'est très intéressant parce que ceux qui prennent le sujet, ceux qui pensent ce sujet-là,
ce sont les géants technologiques eux-mêmes. Et alors récemment, Sam Altman, qui est donc le patron d'OpenAI, a eu quelques sorties sur le futur du contrat social. Et c'est là où on a un problème, parce que les CGU ne peuvent à aucun moment être une forme de vote quelconque ou d'élection ou de débat public commun sur ces questions-là. Et qu'est-ce qu'il disait? La première sortie qu'il a eue, c'est la valeur économique va être créée par nos intelligences artificielles, par ces outils d'intelligence artificielle, puis une forme d'élite, les concepteurs, etc. Et puis à vous autres, le peuple, nous tous, là, réunis, les intellectuels, les penseurs, nous tous, nous allons avoir une forme de revenu. Donc il remet au goût du jour des idées assez éculées, mais on va nous distribuer des revenus universels de base qui oui, mais je récupère un tout petit peu mon temps de parole, donc vont distribuer un revenu universel de base pour maintenir une forme de paix sociale pendant que eux créent la valeur économique. Or, ça n'a été débattu par personne. Et puis, je fais l'impasse sur ces autres sorties. Donc oui, on a un problème de contrat social par les effets, disons, collatéraux de ces technologies tant qu'elles sont mal réglementées. Et puis, on a un autre effet qui sont une privatisation de la démocratie. J'appelle ça une privatisation de la démocratie par ces acteurs-là. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de temps, donc je ne vais pas... Non, mais je suis un peu gêné parce que, disons, je me retrouve dans le rôle du poinçeur, de celui qui visse les boulons, quoi. Et donc, c'est un peu désagréable. Effectivement, c'est une très bonne question, hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette question de l'évolution des concepts de philosophie politique, et en particulier le concept de souveraineté, tel qu'il existait, et qu'il a été moteur dans les pays démocratiques. Le peuple est souverain, et effectivement, avec les technologies de l'information, on voit que de nouveaux acteurs apparaissent qui ont une influence sur le monde entier. Pour le dire autrement, il y avait un axiome de l'état de droit qui était la coextension du territoire et de l'État. Or, aujourd'hui, avec le numérique, les pays sont traversés d'influences multiples. Quand moi j'étais enfant, j'avais le souvenir de passer des frontières, et on n'achetait pas à l'étranger. Et aujourd'hui, ces nouveaux acteurs arrivent à avoir des puissances colossales qui leur permettent de rivaliser avec les États. Et donc, je crois qu'effectivement, on se retrouve dans une situation qui est extrêmement inquiétante. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une mutation vraiment de l'ensemble du monde et de l'ensemble de la planète qui est liée au numérique. Et peut-être pour le dire autrement, les grands acteurs du numérique nous expliquent que l'intelligence artificielle est dangereuse, qu'elle va prendre le pouvoir. Il n'y a aucun fondement là-dessus. Mais le vrai problème, c'est qu'eux sont en train de prendre le pouvoir. Et c'est de ça, je crois, dont il faut se méfier. Alors, on nous raconte parfois que l'Europe nous prémunit contre ça, mais quand on regarde les règlements qui ont été faits par l'Europe, c'est l'inverse. Ils ont été faits avec la bénédiction de ces acteurs qu'on a fait rentrer par la porte, qui ont construit une régulation qui va les avantager eux, c'est-à-dire que même s'ils y seront soumis, ils y seront beaucoup moins soumis que les petits acteurs, et ça, je crois que c'est la grande inquiétude que l'on peut nourrir aujourd'hui. Una battuta velocissima. Rapidement, il y a 12 fonctions pour la gouvernance dans ce rapport. Si ces 12 fonctions sont distribuées de manière démocratique, ce sera bien. Mais il faut les fonds, il faut la capacité, 100 milliards au moins pour commencer. On verra, on verra. Oui, c'est un chiffre qui répond assez bien à la question. Mais nous sommes tous optimistes. Nous remercions tous et toutes nos intervenants qui ont été vraiment très brillants. Ils nous ont amenés à la découverte de ce nouveau monde. Merci à l'ambassade et au revoir au prochain dialogue.